Dans la question climatique, on travaille à l'horizon 2050 ou 2100, ce qui fait qu'on a déjà une certaine idée de nombreux impacts sur les milieux physiques et économiques. Un des premiers impacts les plus évidents sera la montée du niveau des océans, qui, selon les fourchettes d'estimation, pourrait s'échelonner entre quelques dizaines de centimètres et plus de 1 mètre ou 2. Et évidemment, comme près des 2 tiers de la population de notre planète habite proche ou sur une côte, de nombreuses activités économiques qui se déroulent dans ces régions côtières seraient très rapidement affectées. Donc d'autres aspects également assez facilement visibles, y compris en Suisse, c'est le recul des glaciers, entamé depuis plusieurs décennies maintenant, mais qui va s'accélérer. On risquerait de voir la disparition de certains glaciers à l'échéance 2050 ou 2100. La disparition des glaciers, au-delà de l'aspect visuel, a des implications pour le cycle hydrologique, donc les ressources en eau provenant du domaine alpin ou d'autres régions de montagne du globe, avec comme conséquence secondaire des impacts sur les ressources hydrauliques, la production d'énergie par hydroénergie, des conséquences pour l'agriculture, un manque d'eau pour l'irrigation dans des régions plutôt sèches, etc., etc. Donc vraiment des impacts qui touchent de nombreux secteurs, à la fois de l'environnement physique, mais aussi de l'environnement socio-économique. Le protocole de Kyoto est un instrument qui est intéressant à plus d'un titre, puisque peut-être pour la première fois, un collectif de nations a tenté de mettre en œuvre un calendrier de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le problème qui se pose, c'est que les chiffres entre 5 et 8% de réduction sur la base des années 90 est largement insuffisant parce que pour simplement stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on sait aujourd'hui qu'il faudrait réduire de 50 à 60% au minimum. Donc simplement pour garder le carbone au même niveau qu'aujourd'hui dans l'atmosphère. Ceci implique ou impliquerait donc une transformation radicale, surtout du secteur de l'énergie, puisqu'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre provient du secteur des carburants fossiles, donc charbon, pétrole, gaz naturel, etc. Et malheureusement, on est encore loin d'avoir trouvé des solutions viables à cette question de l'énergie. Les énergies dites alternatives ou renouvelables par rapport à la consommation actuelle et prévisible, surtout avec l'avènement de la Chine, de l'Inde et d'autres pays émergents comme le Brésil, ces énergies renouvelables ne suffiront pas à pallier ou à remplacer la consommation actuelle de pétrole et de charbon. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement se focaliser sur cette question énergétique pour assez rapidement tenter de s'affranchir de notre besoin en carburant comme le pétrole ou comme le charbon. Et d'ailleurs, quand on voit la politique actuelle de Barack Obama et de son équipe, c'est clair qu'ils veulent très rapidement prendre ce virage de l'énergie verte. S'ils réussiront, l'avenir le dira, mais c'est déjà un premier pas dans une très bonne direction. Le scientifique, dans toute cette problématique, peut apporter différentes réponses. La première, d'affiner les prévisions climatiques, d'essayer de dire, si on prend telle ou telle mesure et on réduit de tel ou tel pourcent, voici à quoi pourrait ressembler le climat d'ici 50 ou 100 ans. Et donc voici ce que pourraient être les impacts climatiques sur différents domaines, économiques ou environnementaux. Il y a évidemment toute la partie ingénierie du monde scientifique qui peut aussi contribuer très largement à trouver des solutions technologiques qui peuvent aider à remplacer à terme le pétrole et le charbon comme principale source d'énergie. Alors, c'est évident que penser local peut avoir des implications intéressantes au niveau de réduire notre dépendance sur le secteur des transports, par exemple, pour amener des ressources, de la nourriture auprès du public. C'est-à-dire si on produit localement, on a beaucoup moins de routes à faire et donc beaucoup moins d'énergie à dépenser pour amener ces denrées auprès des consommateurs. D'un autre côté, certaines de ces options peuvent également faire des dégâts dans les pays en voie de développement, puisque lorsqu'on achète une marchandise ou un produit agricole
en provenance d'un pays en voie de développement, on est aussi en train de donner quelque part un revenu et finalement on contribue à augmenter, ne serait-ce que légèrement, les niveaux de vie dans les pays les plus pauvres. Donc il faut effectivement trouver un optimum entre cette notion de produire localement pour éviter de surconsommer à l'échelle planétaire, mais aussi ne pas oublier le travail, l'argent que l'on donne aux plus démunis des habitants de la planète.